À tous, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition sur la chaîne du 21e siècle. Nous sommes mercredi 22 décembre 2021. Voici les titres du journal. L'ex-président de la transition, le capitaine Moussa Dadis Camara, est arrivé à Conakry cet après-midi suite à 11 ans d'exil au Burkina Faso. Sur place, scène de joie, de foule en liesse était l'atmosphère qui prévalait à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Également dans la soirée du 22 décembre 2008 s'éteignait le général qui a dirigé la Guinée pendant 26 longues années. Lansana Conté nous a quittés. Cela fait aujourd'hui 13 ans, jour pour jour. Retour sur l'histoire de cet homme dans cette édition d'information. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Pour commencer, après 12 ans d'exil, l'ancien président de la transition guinéenne de 2009 a atterri ce mercredi 22 décembre à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Moussa Dadis Camara a eu tous les honneurs de sa famille, les autorités et une foule compacte venue pour l'accueillir. Il a tenu un discours dans le salon d'honneur de l'aéroport où il a réitéré son engagement de dire sa part de vérité dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009 et se remet entièrement à la disposition de la junte. Bintou Souma et Ibrahim Khalil Silla étaient à l'aéroport. Suivez le reportage. Comme annoncé, l'avion transportant le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien président de la transition guinéenne, après son coup d'État du 23 décembre 2008, a atterri le sol guinéen ce mercredi à 13h10 sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Après 12 ans passés au Burkina Faso, l'ex-président de la junte militaire a, à sa descente de l'appareil, s'est mis à genoux pour tenir dans ses mains les deux livres saints, la Bible et le Coran, pour saluer ce jour tant attendu. À cette occasion, les autorités militaires et civiles étaient présentes. Il a été accueilli par le directeur général de la police nationale, le commissaire principal Abdoul Malik Koné. Il a reçu l'accueil de ses proches et sa famille venus pour l'occasion. De la piste, il s'est rendu dans le salon d'accueil de l'aéroport international où il a tenu un discours devant les médias internationaux et quelques Guinéens. À l'entame de son discours, il a d'abord demandé une minute de silence à la mémoire des victimes du stade du 28 septembre 2009. Ensuite, il a remercié le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, les membres du CNRD et le gouvernement de la transition de Mohamed Beavogui pour la facilitation de son retour en Guinée. Il s'est aussi réjoui par rapport aux avancées menées par les nouvelles autorités du pays dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009 et encouragé la tenue de ce procès tant attendu par la communauté nationale et internationale. Il a réitéré son engagement à dire sa part de vérité dans ce dossier et promet de se mettre à la disposition de la justice. La rentrée de l'aéroport sur le pont et tous les alentours était bondée d'une foule en liesse composée de sa famille, les mouvements de soutien, les artistes et les curieux venus accueillir l'ancien président du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD. Papakoli Kourouma, homme politique également présent pour la circonstance, s'est réjoui du retour de Moussa Dadis Camara. Très satisfait de la décision qui a permis ce retour. Nous remercions Dieu et nous remercions le Christ qui a permis de favoriser ce retour. Nous demandons grâce et nous louons Allah pour ce retour. À sa sortie, il s'est offert un bain de foule, une façon pour lui de remercier le peuple de Guinée pour l'accueil. De là, l'ancien président du CNDD s'est dirigé vers le centre-ville de Kaloum. A rappelé que Moussa Dadis Camara avait échappé le 2 décembre 2009 à une tentative d'assassinat par son aide de camp, Aboubakar Toumba, d'où la cause principale de son départ de la Guinée. À la même occasion, il faut le dire, un mouvement de soutien était à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry pour accueillir l'ancien président de la junte militaire de 2009. Ces citoyens se réjouissent de l'arrivée de leur leader. Ils sont au micro de Bintou Souma et de Ibrahim Khalil Silla toujours. Je suis très contente. Je remercie les Guinéens
Je peux seulement dire que Doumbouya merci. Doumbouya n'a qu'à continuer son travail. Donc on vous remercie. On vous remercie, Seigneur Jésus. Et l'armée, vraiment, nous sommes très fiers. C'est un moment de joie, un moment vraiment où vraiment tous les Guinéens sont venus dans la joie pour lui réceptionner, l'accueil. Vraiment, je suis dans la joie. Oui, je suis venu accueillir mon papa et je suis très content même. Et je veux le voir même. Et je suis très content même du colonel Mamadou Doumbouya, le fait que mon papa vient et il a donné l'accord. On remercie le Tout-Puissant et Mamadou Doumbouya qui aujourd'hui, par sa grâce, on peut revoir le papa en Guinée. Et tous les Guinéens sont contents et nous qui sommes là aussi nous sommes contents. Il est venu parce que lui, ici c'est son pays. C'est un Guinéen. Il a été le président de la transition. Moi je suis content. Je suis très fier. Et dans le même registre, quelques journalistes de la presse locale n'ont pas pu avoir accès au salon d'honneur. Ils ont exprimé leur indignation face à cette situation. Ils déplorent l'attitude des responsables de cet aéroport de faire du deux poids, deux mesures en favorisant des médias internationaux et certains locaux au détriment d'autres. Ils sont au micro de Bintou Souma. Moi, je qualifie ça juste d'un complexe parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que la presse étrangère peut être plus favorisée que celle guinéenne. Et puis même parmi nous, on a vu quelques stigmatisations qu'ils ont faites. Comment est-ce qu'on peut appeler une certaine partie de la presse et laisser les autres? Ce n'est pas du tout normal. Je suis plus que fâché. Parce que nous sommes tous venus pour une mission. Je suis mécontent parce que ce n'est pas la première fois. Depuis l'avènement du CNRD, nous savons tous, nous les hommes des médias, nous sommes écartés, nous sommes mis de côté par cette nouvelle autorité-là. Et aujourd'hui, l'exemple parfait est là, quoi. Nous sommes venus pour Dadis. C'est la rédaction, ce n'est pas le comité d'organisation qui nous a donné les transports pour venir sur le terrain. On vient pour la couverture médiatique de Dadis et puis on arrive à sélectionner la tête internationale au détriment de la presse nationale. Je suis mécontent. Il faudrait que ce protocole-là qui existe ici à l'aéroport, y compris dans les différents ministères de Conakry. On tourne donc cette page, on attaque cette autre actualité le 22 décembre 2008, 22 décembre 2021. Cela fait 13 ans jour pour jour depuis la disparition de feu général Lansana Conté, ex-président de la République de Guinée, né le 30 avril 1934 à Moussaïa, Lumbaya, région de Dubrika. Lansana Conté a été président de la République depuis avril 1984 après la mort du premier président guinéen, feu Ahmed Sékou Touré. Les moments marquants de l'homme, c'est dans ce commentaire signé Kadjatou Bari. Né le 30 novembre 1934 à Moussaïa, Lumbaya, en République de Guinée et issu d'une famille d'agriculteurs Soussou, Lansana Conté commence sa carrière militaire en Algérie, dans l'armée française jusqu'à l'indépendance de la Guinée en 1958. Devenu officier, il participe à la guerre de libération de la Guinée-Bissau, puis est nommé en 1975 chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Le colonel Conté succède en 1984 au père de l'indépendance, Ahmed Sékou Touré, à la présidence du pays. Il rompt avec le marxisme imposé par ce dernier et instaure l'économie de marché. Il fait adopter une nouvelle constitution en 1990 qui rétablit le multipartisme mais n'accorde pas de réelle liberté politique. Réélu à la présidence en 1993, 1998 et 2003, lors de scrutins contestés, il a dû faire face à plusieurs tentatives de coup d'État et a violemment réprimé divers soulèvements populaires. Malade depuis 2002, Conté a continué de régner, sans partage jusqu'à sa mort. Des rumeurs récurrentes le disant mourant circulent dès 2002. Au mois de décembre de cette même année, des médecins marocains lui diagnostiquent une leucémie et une forme aiguë de diabète et lui annoncent qu'il lui reste moins de 6 mois à vivre. À l'occasion de l'élection présidentielle de 2003, il reconnaît avoir des douleurs aux pieds, se voyant contraint de voter à bord de sa voiture en raison de sa difficulté à marcher. Début 2006, son état de santé s'aggrave brusquement. Il se rend alors à plusieurs reprises à l'étranger pour se faire hospitaliser et est victime de coma diabétique à répétition. Lors d'une allocution au cours de l'année 2007, il confirme ses problèmes de santé. « Je suis en train de diminuer », déclare-t-il.
Ayant confessé que la maladie le fatigue depuis longtemps, il paraît de plus en plus amaigri. Souffrant également des problèmes cardiaques, Lansana Conté est régulièrement absent des réunions internationales, ne quitte plus le territoire national lors des dernières années de sa vie et ne peut pas assister aux cérémonies du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 2008. Alors qu'il est réputé très mal entouré, ne vit plus dans la capitale, mais dans un petit village où il cultive des champs de riz. Durant cette période, ce sont ses proches conseillers régulièrement renouvelés qui assurent véritablement le pouvoir. Le 23 décembre 2008, Aboubakar Somparé, président de l'Assemblée nationale, annonce à la télévision que le président de la République est mort la veille des suites d'une longue maladie, sans préciser la cause exacte de sa mort. Un deuil de 40 jours est alors décrété par le Premier ministre. Les funérailles de Lansana Conté, qualifiées de grandioses par la presse, se déroulent le 26 décembre 2008 à Conakry et rassemblent plus de 30 000 personnes, dont plusieurs chefs d'État africains. Sur un autre plan, c'est dans les environs de 6 heures du matin que Mariam Silla, mariée et mère d'une fille, a reçu la visite des hommes en uniforme accompagnés de plusieurs jeunes venus pour le déguerpissement de leur maison, construit par son défunt mari situé au quartier SOS dans la commune de Ratoma. La victime accuse sa belle-sœur d'être à l'origine de ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui et se dit déterminée à défendre ses droits malgré la pression de sa belle famille. Alpha Maria lui était suivi. C'est une affaire qui date depuis 3 ans entre Mariama Silla et sa belle famille. Selon les explications de cette dame victime, la parcelle dont il est question est l'héritage laissé par le père de son mari. Vu la mésentente entre elle et sa belle-sœur, son mari, avant son décès, aurait construit un autre appartement pour sa petite famille. Une fois décédée, sa belle famille sort leurs griffes pour la sommer de quitter les lieux. L'appartement que j'occupe a été construit par mon mari. Mais depuis son décès, il y a de cela 3 ans, je n'ai jamais dit Dieu merci. Ma belle-sœur essaie de passer par tous les moyens pour me faire quitter ce domicile. Comme vous le constatez, tous mes biens ont été détruits. Après cette descente musclée, tous ces biens ont été emportés par les jeunes, dénonce la victime. Beaucoup de mes biens ont été détruits ce matin. Avant leur arrivée, j'étais sur le point de me rendre en ville pour des achats, mais malheureusement, tout a été détruit et d'autres emportés par les jeunes. Mariama Silla soutient que les autorités du quartier, y compris la CMS numéro 6 de SOS, située à quelques mètres du domicile, auraient brillé par leur absence. Pourtant, cette affaire était déjà devant les juridictions brandies. La dame. Lorsque ces gens étaient en train de détruire ici, la CMS était de passage. Alertée par le voisinage, cette unité aurait continué son chemin sans penser aux conséquences. Je demande aux autorités de porter un regard sur cette situation parce que cet appartement a été construit par mon mari avant son décès. Pourquoi c'est maintenant on réclame? En attendant d'avoir la version de sa belle-sœur, Mariama Silla risque de passer une autre nuit à la Belle Étoile sous l'œil impuissant du voisinage qui crie au scandale. Fait de société dans ce journal, ces derniers temps, la Guinée est confrontée à des violences sexuelles de façon récurrente. Face à ce phénomène, un médecin légiste s'est prononcé sur ce sujet. Professeur Hassan Ba a fait savoir que plus de 70% des victimes d'agressions sexuelles sont perturbées. Yaïmou Bari pour plus de précision. Les violences sexuelles sont devenues monnaie courante ces derniers temps en Guinée. De Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, des filles et femmes sont souvent victimes de viols. Un phénomène qui gangrène la société et met la vie de la couche féminine en danger. Ce médecin légiste en parle. J'ai une moyenne de consultation de 30 malades par jour. Je dis bien 30 malades en victimologie. Et parmi ces femmes victimes qui viennent en consultation médico-légale, près de 12 filles sont victimes de violences sexuelles. Et ça, c'est tous les jours. Ces filles prépubères,
donc qui sont immatures, qui n'ont pas un développement sexuel complet, vous comprendrez aisément qu'il y a des lésions importantes qu'on peut observer chez ces filles-là. Des lésions qui peuvent aller à la déchirure simple jusqu'à quelquefois la perforation. On a des filles aujourd'hui qui sont violées, où il y a des perforations recto-vaginales, où on récupère les selles dans le vagin. Des enfants de 6 mois, de 3 ans, de 4 ans sont victimes de viols. Pourtant, ces enfants ne disposent pas de caractère secondaire pour attirer un homme. À la question de savoir si ces violeurs sont dotés de toutes leurs facultés mentales, professeur Hassan répond. On est allé à la maison centrale, nous sommes allés chez Mme Marie Gomez, nous sommes allés dans les commissariats pour examiner ces auteurs de victimes avec un protocole de psychiatrie pour vérifier également est-ce que c'est des personnes normales. Parce que sur le plan pénal, on ne peut être tenu responsable que lorsqu'on dispose de toutes ces capacités mentales. S'il est avéré que c'est des personnes malades, alors il va falloir soigner notre société. Et je vais vous dire le résultat de cette étude. 60% de ces auteurs disposaient de toutes leurs capacités mentales. Elles étaient normales. On avait 15% qui étaient des personnes qui avaient une addiction à l'alcool et à la drogue, et 15% qui avaient des maladies mentales. Donc ça, c'est une réalité. Pour mettre fin à cette recrudescence de viol dans la société, professeur Hassan Ba interpelle la justice face à ses responsabilités, celle de jouer pleinement son rôle. Aux victimes de violences sexuelles de disposer des éléments de preuve pour prouver le viol et à la médecine de prendre l'exemple sur le Sénégal. Et puis, sport pour terminer, le champion de basketball a validé son ticket de qualification grâce à sa performance lors du tournoi qualificatif qui s'est tenu à Yaoundé au Cameroun. Le SLAC disputera la Ligue des champions africaines de basketball. Ce mercredi, le président du club est revenu sur le bilan. Ibrahima Diallo, explication. Devenu champion de Guinée au compte de la saison sportive 2021, le SLAC de Guinée a validé son ticket pour la bowl grâce à sa performance à Yaoundé lors du tournoi qualificatif. L'objectif, c'était toujours d'amener le nom de la Guinée à l'extérieur. Et ça fait combien d'années maintenant, on se prépare, même, c'était avant le club champion d'Afrique. On a passé dans les difficultés. Beaucoup même. On n'a pas eu au fait la chance avant de participer, sauf à l'Afro-League, c'était en 2019. Après ça, en fin 2019 aussi, on a participé à la première édition des qualifications de la bowl. Par manque d'expérience, on n'a pas pu se qualifier. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on s'est battu encore. On n'a pas tombé, mais c'est vrai qu'on a perdu avant. Mais ça nous a aidé même d'être plus forts. On a tiré des leçons. Et aujourd'hui, finalement, on est à la boule. Au-delà de cette qualification, plusieurs difficultés ont été enregistrées, mais le résultat obtenu a été le plus grand souvenir. Il y a eu beaucoup de difficultés. Si on va parler de difficultés, on ne va pas finir, au fait. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas eu l'aide. L'État ne nous a pas accompagnés avec le respect que j'ai pour eux. Il y a eu beaucoup de difficultés, les billets, par exemple, il n'y avait pas de place en économie, on était obligé de mettre les joueurs en business pour être à Yaoundé. L'hébergement avant, les préparations, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de difficultés. Mais le moment qu'on a gagné AS Police, on était qualifié, je peux vous dire qu'on avait oublié tout ce qu'on avait passé là. Et on a pensé à autre chose, au fait, quoi. Arrivé à la tête du SLAC en 2011, le vice-président de la Fédération guinéenne de basketball invite les nouvelles autorités à s'investir beaucoup plus dans cette discipline sportive, vu les résultats obtenus ces derniers temps. Aujourd'hui, quelle que soit l'équipe nationale de basket, on est parmi les 8 meilleures équipes en Afrique. On est arrivé en quart de finale. Et en plus, on a une équipe comme ça qui est qualifiée pour la bowl. Au moins, on est en train de voir des résultats. Je ne suis pas contre qu'on aide le football en Guinée, mais on aide le football. On doit aider tout le sport en Guinée, quel que soit le sport en Guinée. Donc, oui, bien sûr, je lance toujours l'appel au chef de l'État, parce que je sais que c'est un homme sportif, il aime le sport, il aime la Guinée.
Donc, je le demande toujours d'être derrière nous, vraiment, parce qu'au moins, on est en train de faire des résultats. À rappeler que le SLAC détient le titre du meilleur club le plus titré, 6 fois champion de Guinée et 5 fois vainqueur de la Coupe nationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information qui a été préparée pour vous grâce à l'ensemble du concours des équipes de la technique et de la rédaction de Star 21 TV à tous. Merci de l'avoir suivi. Régie finale a été assurée par Kadiatou Diallo. Ici, au plateau, le cadrage fut assuré par Ibrahim Khalil Silla. À tous, excellente suite de programmes sur Star 21 TV. Au revoir.